l'affaire Bérégovoy, c'est la première fois de toute l'humanité qu'un État tue lâchement quelqu'un, un Premier ministre, qui a servi cet État avec la plus grande probité. C'est la toute première fois. Ça s'appelle dans la Bible, dans Daniel chapitre 7 jusqu'à Daniel chapitre 12, l'abomination de la désolation. Que Christ nous rappelle dans l'Évangile, dans Matthieu chapitre 24, il dit abomination de la désolation, fin du monde. Et Christ rappelle que nous allons gagner cette guerre-là, qu'on appelle donc l'abomination de la désolation, que nous avons rappelé au début de cette longue vidéo, dans Apocalypse chapitre 17, verset 14. On dit le Christ vaincra la guerre. Ils feront la guerre à Christ et l'agneau vaincra la guerre. Et les élus, les fidèles qui sont avec Christ vaincront. Apocalypse chapitre 17, verset 14. D'ailleurs, au verset 8, on dit la bête que tu as vue n'est plus. Donc, la bête, c'est le dragon, qui est le faux prophète qu'on nous présente déjà dans Apocalypse chapitre 16. Donc, le complot qu'on appelle aujourd'hui Nouvel Ordre Mondial est décrit dans Apocalypse, c'est ça que nous parlons ici, est décrit dans Apocalypse 16, ça s'appelle Armageddon, Apocalypse 16, verset 13. On dit, je vis la bête, le dragon et le faux prophète, et qui a un esprit de grenouille qui sort de leur bouche. Donc, ils ont un esprit de grenouille. C'est un dragon c'est comme un gros lion, qui est même plus gros qu'un lion, mais qui a la puissance d'une grenouille. Donc la puissance effective, c'est une grenouille. Et c'est la franc-maçonnerie en fait. C'est très effrayant, ça pose des actes très très violents, qu'on appelle dans le livre de la sagesse, on dit mystère, sorcellerie, tueur d'hommes, assassin, meurtrier, tueur d'êtres sans défense. Livre de la sagesse qui est écrit par Salomon. Et dans Apocalypse 16, ça s'appelle Armageddon, qui est la guerre d'Armageddon, Apocalypse chapitre 16, du verset 13 jusqu'au verset 16. Et l'ange du feu, l'ange des eaux qui est décrit au verset 5, c'est le Christ qui gagne la guerre, qui gagne cette guerre-là. Tout le chapitre va jusqu'au verset 21. Et la victoire se trouve dans Apocalypse 19. Christ apparaît sur le cheval blanc au verset 11 et renverse l'antéchrist, le faux prophète, et au verset 20. Et renverse son armée au verset 21, Apocalypse 19. La même guerre est décrite dans Apocalypse chapitre 20 avec le nom de Gog et Magog. Et c'est aussi Christ et ses fidèles qui gagnent cette guerre-là. Donc, dans l'affaire Bérégovoy, l'État tue son propre Premier ministre. Ça n'a jamais existé avant. Quelqu'un qui a servi le pays avec la plus grande probité et qui était toujours en fonction comme maire et comme député avec toujours la même grande probité et le plus grand engagement. On le tue lâchement et c'est l'État qui le tue, puisque j'ai dit que c'est son garde du corps qui l'a tué avec son chauffeur. Et l'État a présenté ça au pays de manière très injurieuse et très impolie et très irrespectueuse par rapport au pays, aux 60 millions de Français, et par rapport à sa femme. Aucune enquête n'a été faite et on a dit qu'il s'est suicidé. La femme a fait tous les efforts qu'elle pouvait pour que même 1/1000 de la vérité soit établie, mais ils ne l'ont pas fait. Donc ils se sont moqués de la femme et de ses enfants et de toute sa famille et de tout le peuple français. Bon, l'affaire peut être résolue désormais parce qu'un savant n'a pas besoin. Les savants d'auparavant comme Louis Pasteur ou Marie Curie faisaient les exploits qu'ils faisaient avec seulement 10% du matériel que nous avons aujourd'hui. Ils n'avaient pas d'ordinateur par exemple. Un article scientifique, quand j'écris un article scientifique, je lis 5000 pages. Et j'écris moi-même 5000 pages qu'il faut résumer à la fin en 2 pages ou 3 pages maximum. Donc rien que l'exploit logistique matériel comme ça est terrible. Ils faisaient la même chose à l'époque, ils n'avaient pas d'ordinateur. Aujourd'hui, on a des ordinateurs avec des calculateurs, des tables Excel pour calculer, pour rassembler nos données. Ils n'avaient pas ça.
Donc, tu peux résoudre une grosse affaire sans, tu n'as pas besoin de dire ils n'ont pas fait d'expertise balistique. Ça, il ne faut pas raconter une histoire comme ça. Il faut juste dire que bon, voilà, voici la preuve que c'était un assassinat. Parce que, voilà. Et puis, rester même dans cette preuve-là. Un soliste, il n'a pas besoin d'aller très loin. Il peut jouer sur la moitié de son clavier. Il n'a pas besoin de jouer sur tout le clavier. Et faire une partition qui est satisfaisante. On n'a pas besoin de l'expertise balistique. On n'a pas besoin de choses comme ça. Tout ce que nous avons dit, on peut rester sur ce qu'on a déjà dit là. Le mois dernier, j'ai dit plus que ça. Mais il fallait juste dire des choses qui sont fermées. Tu prends un pilier, tu fais des fondements qui sont fermés. Donc, on va terminer ça. Donc, ici, nous venons de rappeler que donc, ça s'appelle l'abomination de la désolation, fin du monde, dans Matthieu chapitre 24. Et Christ décrit là que nous allons gagner cette guerre. Le Ku Klux Klan, qui est dans une création d'Albert Pike, qui est un Ashkenaz, qui est le père de la franc-maçonnerie, qui a écrit tous les rites de la franc-maçonnerie, est responsable de cette chose-là. C'est aussi eux qui ont assassiné Jean-Paul Ier. Et à partir de Jean-Paul Ier, tous les papes sont vraiment faux. Et à partir après Bérégovoy, tous les ministres sont faux. C'est ça qu'on appelle un hologramme. Ça veut dire ce sont des gens qui ce n'est plus des ministres. Voilà. C'est ça qu'on appelle l'abomination de la désolation. En fait, je parlais de mon affaire, de l'affaire Tuech, et du rapport que les policiers ont fait dans mon affaire. Et c'est très grave parce que un policier a une probité d'intégrité et d'incorruptibilité. Donc, les rapports que les policiers de Talence ont fait dans mon rapport, dans mon dossier, devant la justice, et c'est très grave parce qu'un policier a une présomption d'incorruptibilité. Donc si un policier dit quelque chose sur toi, tout le monde pense que c'est vrai. Alors quand un expert dit la même chose ou dit autre chose, tu peux dire que c'est faux et tout le monde croit que c'est faux. Parce qu'un expert, c'est un civil qui n'a pas la même présomption d'incorruptibilité. Quand tu attaques des juges, comme je le fais maintenant à la Cour de cassation, ça choque parce qu'il y a 80 juges. Mais tout le monde sait qu'un juge qui a une présomption d'incorruptibilité. La Cour de cassation est d'ailleurs là pour ça. La Cour de cassation ne juge pas le fond de l'affaire et se contente de constater que les juges n'ont pas rendu le droit. Voilà. C'est de ça qu'on parlait. Mais comme l'affaire de Bérégovoy est une affaire beaucoup plus grave, puisque c'est une affaire d'État et qui n'avait pas été lavée jusqu'à présent, la digression que je fais maintenant sur ce que j'étais en train de raconter est très très importante. J'envoie tous les liens YouTube de cette vidéo à la police municipale de Talence, dont le numéro de GSM de téléphone portable c'est le 06 22 22 55 03. C'est un numéro d'urgence de la police municipale, mais je suis passé vendredi d'ici, il y a 2 jours, à la police nationale de Talence pour déposer les prospectus que je distribue dans le quartier sur cette affaire. Et à la police municipale, j'ai pu le déposer en main propre à la police nationale, mais pas à la police municipale, ce qui fait que je leur envoie dans les liens vidéo parce qu'ils étaient fermés. Je passais à l'heure de midi et la police municipale était fermée et je leur ai déposé ça dans leur boîte. Et je suis repassé vers 17h, mais c'était encore fermé. Et je leur ai redéposé dans leur boîte. Je l'avais déjà fait samedi le 9 octobre. J'avais déposé donc à la police nationale, mais ils sont fermés le week-end. La police nationale de Talence, j'avais déjà déposé donc samedi le 9 chez eux, 9 octobre. Le tract, mais pas en main propre, puisqu'ils sont fermés. Mais il y a toujours quelqu'un sur place, je suppose, qui regarde les choses par les caméras et qui dirige, organise les trucs de patrouille, je n'en sais rien. Mais donc, ils n'étaient pas là, donc je suis repassé, je leur ai déposé donc en main propre. C'est pour dire que nous ne sommes pas dans une démarche incivique, puisque donc j'ai pu, il y a 2 jours, parce que j'avais échoué samedi le 9 octobre de leur donner ça par main propre, puisque les 2 polices nationales et municipales de Talence étaient fermées. Je suis repassé ce vendredi-ci. J'ai pu leur donner en main propre à la police nationale, mais pas à la police municipale. Donc ils sont au courant de ce que je fais. J'ai distribué 1000 tracts pour expliquer ce que qui résume sur une page et tout ce que je viens de dire jusqu'à présent. Et comme je n'ai pas pu parler à un policier municipal, je leur envoie le lien vidéo
des vidéos YouTube sur leur téléphone portable d'urgence, donc pour qu'ils soient informés de ce que je suis en train de dire. On appelle ça le suicide policier. Le suicide policier, c'est quelque chose qui est nouveau, que les gens ne connaissent pas. Ça a deux sens. Le suicide policier veut dire c'est le Ku Klux Klan qui a tué George Floyd, et qui est une création d'Albert Pike. Albert Pike, c'est le père de la franc-maçonnerie, qui a écrit tous les rites de la franc-maçonnerie. C'est lui qui est l'inventeur-créateur du Ku Klux Klan. Le Ku Klux Klan permet... C'est une technique d'expropriation que j'ai expliquée la semaine dernière dans toutes les vidéos. Et ça permet dans un commissariat de tuer tous les policiers intelligents, en sorte que les policiers qui restent soient que des gens abrutis, comme j'essaie de le dire ici. Nous ne sommes pas dans l'injure. Il reste parfois encore dans un commissariat des gens intelligents, mais que s'ils parlent, s'ils manifestent leur intelligence, ils finissent aussi assassinés comme les policiers qu'on assassine en disant qu'ils se sont suicidés. Voilà. Ils ont aussi assassiné le docteur Jean-Pierre Elanga, qui est un brillantissime médecin zaïrois, en prétendant qu'il s'est suicidé, mais c'est la police qui assassine les gens comme ça. Ils essayent de m'assassiner aussi pour cette même raison. C'est une technique comme ça pour enlever l'intelligence de la terre et créer ce qu'on appelle l'abomination de la désolation. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont devenus bêtes. Même le boulanger est bête, le journaliste est bête. Je peux prendre un exemple très simple qui est personnel. En 2009, je faisais quelques vacations des gardes dans une clinique de Lille. Et le directeur, la clinique, je crois, était en difficulté financière, même que c'est la plus grosse clinique de Lille. Mais ou bien que le directeur, je ne sais pas ce qui se passait vraiment, donc, ils ont traîné, ils me devaient 30 000 €. Et ça faisait plus de 3 mois qu'aucune de mes gardes n'avait été payée de celle que je faisais dans cette clinique-là. Bon, au lieu de saisir un tribunal quelconque, j'ai pris mes pieds, je suis allé au journal qui se trouve à Lille, qu'on appelle La Voix du Nord. Je suis monté à l'étage, j'ai dit à l'accueil que ce que j'avais comme problème. On m'a fait monter à la rédaction, j'ai parlé à un journaliste quelconque. Mais il ne m'a même pas fait asseoir, il a juste pris le numéro du directeur, il a appelé. Et pendant qu'il posait 2-3 questions au directeur, la secrétaire de direction m'a appelé pour demander de venir chercher mon chèque de 30 000 €. C'était en 2009. En septembre ou octobre 2009. Voilà. Aujourd'hui, ils ont tout purement et simplement écrit dans un grand journal de Bordeaux, le plus grand journal qu'on appelle le journal Sud-Ouest, qui est le 4e quotidien le plus lu en France. Il arrive directement après même les quotidiens parisiens. Je crois qu'il est même plus lu que La Provence, qui est un quotidien marseillais, alors que Marseille est la 2e ville de France. Donc c'est le 4e gros journal de France. Ils ont écrit que j'ai été radié de l'ordre. Et que je suis fou et plein, que je n'ai pas de diplôme. Bon, je suis allé là-bas chez eux pour la première fois, le 14 septembre 2019. Je suis allé 33 fois, entre le 14 septembre 2019 et le 11 juin 2020. J'ai rencontré tous les journalistes de là-bas, ainsi que l'auteur de l'article qui s'appelle Xavier Sautin. Bon, ils n'ont jamais corrigé. Hein. Alors que dans des conditions normales, un vrai journal, s'il fait une erreur, le vrai, il corrige. Hein. Si tu es un père de famille, si le journaliste n'est pas un terroriste, et que c'est un vrai père de famille, il comprend bien que... Moi, j'ai une fille qui a 27 ans. Bon, si tu as des enfants, même un enfant de 2 ans, tu sais que si quelqu'un dit que tu fais quelque chose de faux sur toi, c'est pas bien. Donc, j'ai partagé, j'ai expliqué de vive voix à 33 reprises à chacun des 100 journalistes qui est dans ce journal depuis, pendant la période que j'ai décrite, que j'ai jamais été radié. Hein. Je leur donnais des papiers. Mes livres n'étaient pas encore publiés à l'époque, mais je donnais des extraits de vidéos, des extraits d'images ou des extraits quelconques de mes livres qui permettaient de voir que ma structure mentale ne correspondait pas à celle de quelqu'un qui ait pu être fou. Parce que la folie, c'est quelque chose de définitif, hein, d'irréversible. Quelqu'un qui souffre d'un délire paranoïaque ou des autres diagnostics. On m'a donné 3 diagnostics que j'ai décrits et discutés dans les vidéos de la semaine dernière. Il n'écrit pas des livres. Hein. Donc il y a 100 journalistes au journal Sud-Ouest et je les ai convaincus que je ne suis pas fou et ils n'ont pas fait un geste. Hein. Alors que je vous dis, il y a même seulement 10 ans, tu vas dans un journal, ça existait encore, ce qu'on appelle les journalistes d'investigation. Hein. Donc ça s'appelle l'abomination de la désolation. Le professeur Luc Montagnier, qui est le plus grand savant français actuel. Hein. Un savant, c'est quelqu'un qui a posé par lui-même un acte transcendantal. Il est prix Nobel de médecine. Le prix Nobel de médecine, c'est le plus dur de tous les prix Nobel. Hein.
Parce que tu deviens professeur de physique parce que tu étais 40e en terminale au lycée. Hein, dans une même classe. Alors que pour être médecin généraliste, tu dois être premier de ta classe. Bon, moi qui vous parle, j'avais 20 sur 20 en technologie, 20 sur 20 en philosophie. Hein. Donc, chaque fois que je dormais, je ne priais pas Jésus-Christ notre Père. Je me posais la question, comment j'ai fait pour avoir 20 sur 20 en philosophie? C'est ça la dernière pensée que j'avais tous les soirs quand je dormais. Bon, à la faculté de médecine, j'ai eu 20 sur 20 en cardiologie. Hein. Bon, j'en vois parce que c'est cardiologie, on te donne un électrocardiogramme, ou même plusieurs électrocardiogrammes. Il y a 8 milliards de gens sur la Terre, chacun a sa propre électricité. Chacun a son propre électrocardiogramme. Et puis il y a d'autres questions de type thérapeutique ou de type d'autres types de problèmes cardiologiques. Il m'a donné 20 sur 20. Hein. Le professeur qui avait 65 ans, qui partait à la retraite, il m'a dit qu'il n'avait jamais mis 20 sur 20 à personne. Je ne parle même pas des choses chirurgicales. Cardiologie, c'est dit. Dans mon année promotion ULB de médecine de 29 juin 1994, il n'y a pas un seul cardiologue qui a mon niveau. Hein. Voilà. On appelle ça l'abomination de la désolation parce qu'il n'y a plus de journalistes, parce qu'ils utilisent ce suicide policier pour créer une fausse race de journalistes, une fausse race de ceci, une fausse race de policiers et une fausse race de savants. On se dit que les vrais savants, ils les ont assassinés. Moi, j'ai juste essayé la mort plusieurs fois. Donc, ce chapitre-ci, c'était pour préciser que donc, il n'y a rien d'injurieux, que je suis allé 4 fois à la police nationale de Talence pour les déposer personnellement les papiers que j'ai distribués moi-même, 1000 exemplaires dans Talence, pour expliquer la vidéo que je suis en train de faire ici. Et j'ai eu la chance de le donner en main propre et d'expliquer aux policiers à qui je l'ai donné ce que c'était. Et à la police nationale, je suis passé 4 fois, mais j'ai pas pu, ils étaient chaque fois fermés. Hein, voilà. Quand tu distribues un quartier, tu ne contrôles pas tes horaires, ce qui fait que je suis passé donc samedi le 9 octobre, et encore plusieurs fois cette semaine, mais chaque fois ils étaient fermés. Je leur donne le lien de la vidéo par SMS sur leur téléphone d'urgence. Alors il n'y a rien d'injurieux, même si le ton et la gravité des choses peut être tels que une chose comme ça ne se passe, que personne sur la terre ne peut même faire une vidéo en mentionnant le nom de la police. Cette chose n'est possible que parce qu'il n'y a plus même de policiers. Quand les policiers m'ont capturé en 2014, j'ai dit que oui, je suis médecin, que j'ai un conflit avec l'ordre des médecins qui est porté au Conseil d'État à Paris. Je leur ai donné les références, les dates. Voilà, donc voilà, tu vois. En 2000, quand ils m'ont capturé dans le 27 novembre 2014. Ils pouvaient de toutes les façons pas l'ignorer parce que quand tu saisis le Conseil d'État ou la Cour de cassation, ce n'est plus une affaire privée, ça devient une affaire d'État. Parce que tu es en train de dire que ça devient une affaire. Tu es contre l'État français. Voilà. Donc tu es en train d'attaquer l'État français. Si tu te fais un divorce avec ta femme ici au tribunal du village, tu es contre sa femme. Mais quand ça arrive au Conseil d'État, ce n'est plus tu es contre sa femme, c'est tu es contre l'État français parce que tu es en train d'expliquer que toute la colonne judiciaire n'a pas rendu la justice qu'elle aurait dû. Tu es en train d'attaquer les juges, en fait, d'une certaine façon. Ce qui fait que non, même pour une affaire de divorce qui arrive à la Cour de cassation, ça devient une affaire d'État que la police doit connaître. Parce que tu es en train d'expliquer que toute la colonne judiciaire qui va jusqu'à cet endroit-là est fausse. Et mon affaire est d'une autre particularité, d'une autre gravité. Un chirurgien de ma spécialité gagne 100 000 €. Un médecin généraliste gagne 15 000 €. Un médecin généraliste, c'est une petite institution à lui tout seul. Un chirurgien encore plus. Suicide policier veut donc dire que tous les suicides d'un policier qui s'est passé dans un commissariat ou en dehors de chez lui, 100% c'est des assassinats faits par un policier. Et que les autres suicides qui se passent dans un bureau, comme le suicide de Pierre Bérégovoy, c'est-à-dire en dehors de la maison et en dehors d'un contexte dépressif caractérisé, est un assassinat. J'ai donc déjà fait le mois dernier une série complète de vidéos pour expliquer l'assassinat de Pierre Bérégovoy par son chauffeur et par son garde du corps. Ces vidéos que j'ai faites se trouvent sur mes chaînes et ont été partagées par d'autres chaînes. Donc, je vais prendre à nouveau un exemple qui m'est personnel. Le suicide, c'est la phase avancée d'une dépression nerveuse.
Et quand quelqu'un fait une dépression nerveuse, vous ne pouvez même pas l'inviter au restaurant. Donc si un très bon ami fait une dépression nerveuse, vous ne pouvez même pas l'inviter à New York pour voir un match de boxe ou un match, vous pouvez l'inviter nulle part pour voir un match de Champions League, il ne va pas, il ne sort pas. Lui-même par lui-même, il ne sort même pas pour aller acheter du pain. Ça, c'est la dépression nerveuse. Et même en dehors de la dépression nerveuse, quelqu'un qui ne fait qu'un simple cafard, si vous allez chez un ami, il a le cafard, vous trouvez qu'il n'a pas sorti ses poubelles depuis un mois, qu'il ne s'est pas lavé depuis un mois, qu'il n'a pas lavé sa chambre, son salon depuis un mois. Donc, quelqu'un qui ne fait que le cafard ne peut pas sortir pour aller faire quelque chose même dans son bureau. Et vous ne pouvez pas l'inviter quelque part. Donc, j'ai un très bon ami en Belgique. Quand on faisait nos études de médecine, il avait raté sa 3e année de médecine. Et moi, j'avais réussi, c'était un très bon ami. Donc, je me trouvais chez lui, chez ses parents, avec lui. Et comme ma présence lui faisait beaucoup de bien parce que c'était un bon ami, et il avait un peu le cafard parce qu'il avait raté ses examens, son papa a dit, Serge, je vous paye 15 jours en Italie. Et il voulait nous payer 15 jours. Bon, ils habitent Malines. C'était en 1990. Il voulait donc nous payer 15 jours de vacances en Italie pour que ça fasse du bien à mon ami. Et puis il a dit non. Pourtant, il n'était même pas dépressif. Il avait juste le cafard parce qu'il avait raté ses examens. Il voulait aller nulle part. Donc, quelqu'un qui fait une dépression nerveuse jamais ne se lève pour se brosser les dents, se raser, s'habiller. Et la police s'habille avec beaucoup de discipline, c'est très compliqué. Ils ne s'habillent pas comme des civils. Et même un civil comme Pierre Bérégovoy, il s'habille de manière très compliquée. Il doit se raser, s'habiller en costume, peut-être 3 pièces. S'habiller comme un ministre. Le jour de son suicide, c'était le 1er mai. Il a reçu une délégation de 20 syndicalistes avec lesquels il a discuté pendant plusieurs heures. Il allait dans un canoë-kayak. Les députés maires, ils doivent parler avec 1000 personnes par jour. Quand tu fais même un simple cafard, tu ne peux pas faire ça. C'est donc un assassinat. Jamais quelqu'un qui fait une dépression nerveuse avancée, qui va donner un suicide, ne sort de chez lui. Il est incapable de se brosser même les dents. C'est ça le symptôme même de la dépression nerveuse. Ça veut dire que tu ne t'aimes plus, c'est un trouble d'affection, de l'affect, c'est-à-dire l'amour qu'on a de soi. Tu es incapable de te brosser les dents, de te laver même. En tout cas, dans la phase qui va conduire au suicide, tu es incapable de sortir de chez toi pour aller travailler. Il faut comprendre que le corps, il y a une trinité en nous. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Et le corps, c'est une unité de 1. L'âme, c'est 1000. L'âme, c'est 1 milliard de fois plus grave, plus important que le corps. Et l'esprit, c'est 1 milliard de fois plus important, plus gros, plus puissant que l'âme. Donc, si tu as une fracture de la cheville ou une entorse de la cheville et que tu ne peux pas aller travailler à cause de cette entorse, le moins, l'entorse, c'est la plus petite chose qui peut arriver sur notre corps. Ou une douleur dentaire qui est grave, on ne peut pas aller travailler. Eh bien, une dépression nerveuse, c'est 1 milliard de fois en complications, c'est-à-dire en gravité, la douleur dentaire. Voilà, c'est ça. Donc quelqu'un qui a une dépression nerveuse ne va pas travailler, il ne s'habille pas, il ne se lave pas, il ne va pas se suicider au bureau, il ne s'habille pas comme un policier, et il ne va pas dans son bureau pour se tirer une balle dans la tête. C'est donc tous les suicides policiers qui se sont passés dans un bureau ou sur un lieu de travail, c'est quelqu'un qui s'est habillé pour aller et puis s'est suicidé comme ça au vestiaire de son club d'équitation. C'est des assassinats faits par un policier. Le docteur Ilanga a été assassiné par un policier. J'ai déjà expliqué ça quand j'étais en Belgique au mois de mars, avril et mai. Et je l'ai expliqué encore au mois de maintenant sur mes YouTube le mois dernier. Jamais, je crois que j'ai été clair, jamais un simple cafard, tu te brosses même pas les dents. Tu ne peux pas t'habiller, même un civil, tu ne peux pas. Et Pierre Bérégovoy, tu ne reçois pas d'abord 20 syndicalistes, tu serres les mains de 1000 personnes sur un kayak et puis tu vas te tirer une balle dans la tête. C'est même une fumisterie, rien que de raconter une histoire comme ça. Un peu plus de 70 millions de gens, ça veut dire que les gens sont devenus tellement bêtes que tu ne peux même pas imaginer. Ce sont des assassinats faits par des policiers. C'est ça ce qu'on appelle un suicide policier. Donc c'est des policiers qui assassinent d'autres policiers, qui fait que tu regardes dans un commissariat, il ne reste plus un seul policier. Je vous répète, il y a 10 ans, quelqu'un ne peut même pas faire une vidéo en mentionnant le mot policier. Aujourd'hui, il n'y a pas de police. Voilà, c'est ça que j'essaie de dire. Il y a 10 ans, il vous arrive un truc, tu vas chez un journaliste, il prend le truc, il passe juste un coup de fil à l'ordre de médecin, il dit, est-ce que monsieur machin
Est-ce qu'un docteur on a porté plainte, qu'est-ce que vous avez fait? Et l'affaire se débloque. Aujourd'hui, tu vas dans un journal, tu vois les mecs, c'est des trouillards incroyables, parce qu'on a assassiné tous les vrais journalistes. Journaliste, c'est un métier à vocation, comme policier. C'est-à-dire, c'est un métier, tu es journaliste dès le bas âge. En quatrième, j'étais premier en anglais. J'avais presque 20 sur 20 en anglais. Mais il y avait des gens dans le cours qui n'avaient même pas 10 sur 20 en anglais. Et ils commentaient les matchs de football en anglais. Donc, les matchs du lycée, comme ça, ils commentaient ça en anglais. Je ne comprenais même pas moi ce qu'il était en train de dire. Donc, c'est ça, journaliste. C'est des gens, journalistes, commentateurs, c'est des gens, ils sont comme ça, ils sont nés comme ça. Policier, tu es né comme ça aussi. Journaliste, tu es né journaliste. Aujourd'hui, donc ces vrais journalistes-là, parmi lesquels il y avait des journalistes d'investigation, je vous dis, je suis allé à la Voix du Nord, le mec, il m'a même pas fait asseoir. Il était tellement choqué, il a pris le numéro, il a téléphoné au directeur, et en 30 secondes, l'affaire était débloquée. Aujourd'hui, on n'a plus un seul journaliste comme ça. Et dans la police, il n'y a plus rien du tout non plus. À cause du suicide policier, qu'ils ont sélectionné une race de crétins universels. Donc je répète, j'ai fait une série complète sur l'assassinat de Pierre Bérégovoy en septembre et en septembre dernier. Il suffit de taper tuer sur YouTube, assassinat de Pierre Bérégovoy, qui a donc été repartagé parce que c'est la première fois qu'une analyse comme ça est faite. Et les gens ont toujours mal analysé cette affaire. Bien, donc, en troisièmement, il était allé manger en famille dans son village. Bon, il avait l'âge d'un grand-père, pas d'un vieillard, mais même si c'est une famille rapprochée, donc c'est seulement lui, sa femme, ses petits-enfants. Tu as ses enfants et ses petits-enfants, tu as 20 personnes. Tu as des enfants de 2 ans. Et les enfants de 2 ans, 4 ans, ils jouent. Ils jouent du matin jusqu'au soir. Donc quand tu manges, ils font du bruit. Même si tu as seulement mal à la dent, tu ne vas pas manger en famille. On ne parle pas de dépression ni de cafard. Si tu as mal à la dent, tu ne vas pas manger en famille. Parce que les gens bavardent, et même dans une famille, on raconte des histoires. Et les enfants jouent, ils font du bruit. Tu ne vas pas manger pendant 1 heure, 2 heures en famille avec des enfants qui font un boucan incroyable, et quand tu es dépressif. Ce n'est pas possible. Donc, il a fait 3 choses qui sont parfaitement impossibles médicalement. Tu ne peux pas sortir le 1er mai, un jour férié, tu restes chez toi. Tu as une entorse, tu restes chez toi. Tu as mal à la dent, tu as le cafard, tu restes chez toi. Tu fais une dépression nerveuse, même seulement modérée, pas sévère. C'est seulement quand c'est sévère que tu seras conduit au suicide. Même une petite dépression nerveuse, tu ne sors pas chez toi le 1er mai. Bien. Et il est sorti, il a reçu 20 syndicalistes qui racontent des choses incroyables. Ces gens qui sont en train de dire que oui, il y a un licenciement chez les cheminots, ou qu'il y a licenciement chez les policiers, racontent des trucs incroyables, les syndicalistes. Et tu dois régler ça parce que tu es député ou parce que tu es maire. Ils parlent des choses compliquées. Ils disent qu'il y avait 500 personnes et qu'on a licencié, qu'on va licencier 30 l'année prochaine. C'est très compliqué, des histoires comme ça. Il a reçu 20 syndicalistes pour parler des affaires très compliquées. Puis l'aller au kayak, c'est compliqué aussi. Ça a beau être une fête, c'est très compliqué. Parce qu'en tant que député, il faut en plus gérer des problèmes pendant ce genre de choses aussi. Et puis aller manger en famille. Aucune de ces 3 choses, tu ne fais même quand tu as seulement une douleur dentaire. J'avais expliqué ça de manière à fond dans les vidéos. Donc celui qui est intéressé doit regarder. C'est parce que c'est un problème extrêmement grave et que malheureusement les journalistes et tout le monde n'ont pas compris ce que c'était comme problème. Les psychiatres, c'est souvent les derniers de la classe. Donc parmi 100 médecins, les psychiatres arrivent 90e, 91e, jusqu'à 100. Ce qui fait qu'un psychiatre même ne peut pas analyser comme je fais ici. Dans l'affaire de la Germanwings, j'avais aussi parlé, c'est des exceptions. Il y avait, bon, moi je vais prendre un exemple personnel à nouveau. J'ai acheté une voiture de sport en 93, quand j'étais toujours étudiant en médecine. À Tivoli, quelque part par là. Quelqu'un avait mis une magnifique voiture de sport en vente. Je suis allé pour acheter. Puis je lui ai demandé pourquoi il vendait une voiture comme ça à un prix aussi banal. Il m'a dit que oui, il est pilote, mais il refait une conversion professionnelle. Et en parlant, quand on signait le contrat, il a vu que j'allais être médecin l'année d'après. Et alors il s'est confié, il a dit que lui, il fait une dépression nerveuse, mais comme il est pilote, il ne peut plus piloter, il ne peut plus faire ce métier-là. Il se portait bien. Donc sa dépression nerveuse semblait équilibrée, mais c'était en 1993, ça fait presque 20 ans avant l'affaire de la Germanwings. Ma fille n'était même pas encore née. J'étais avec ma femme.
Et il ne pouvait plus faire pilote à cause de sa dépression nerveuse qui semblait pourtant équilibrée. Donc, dans l'affaire de la Germanwings, c'est un pilote allemand, et il y a une faute médicale. Hein. Les journalistes n'ont pas parlé de là, c'était une faute médicale. Quand tu fais une dépression nerveuse qui n'est pas équilibrée, ce qui était manifestement le cas de ce pilote de la Germanwings, c'est un pilote allemand qui s'est suicidé quelque part en France, il y a très récemment, avec des passagers dans son avion, dans une dépression qui n'était pas équilibrée, qui était compliquée. Dans ce cas-là, il y a premièrement une faute médicale, parce que quand quelqu'un fait une dépression nerveuse, qui revient, c'est une dépression nerveuse, soit c'est ta femme qui est partie, tu fais une dépression nerveuse, et puis tu te remaries, oui, c'est fini, ça disparaît. Mais si ça fait une dépression nerveuse comme ça, qui est récurrente, qui ne s'équilibre pas et qui revient régulièrement, tu ne peux plus faire même un métier quelconque, c'est-à-dire même comme boulanger, tu ne peux pas faire, travailler dans un restaurant, tu ne peux pas faire parce que ta dépression n'est pas équilibrée. Et qu'à tout moment, tu peux exploser le gaz dans le restaurant parce que tu n'es pas bien, et ça tue tous les clients du restaurant, et ça a fait effondrer tout l'immeuble et tout le quartier même. Donc je répète, une dépression nerveuse, ta femme est partie, et puis paf, après tu te remaries 6 mois après, ou l'année d'après, 1 an, et puis c'est fini. Mais une dépression nerveuse comme maladie qui est récurrente, tu ne peux pas faire, c'est à ton médecin de bien te conseiller, tu ne peux plus faire ça, plein de métiers. Tu ne peux pas faire conducteur de bus, tu ne peux pas faire plein de choses. Tu peux même être contraint à rester comme ça, à ne rien faire. Donc, dans l'affaire de la Germanwings, qui est une dépression caractérisée, qui n'était pas équilibrée et qui était chronique, tu ne peux plus faire ce métier-là. C'était donc en Belgique, 20 ans avant ça, j'ai acheté une magnifique voiture de sport à Tivoli d'Ancham, un pilote qui était dans une magnifique villa avec sa femme, et il a vendu, il avait une 50aine d'années, il ne pouvait plus piloter à cause de sa dépression nerveuse qui pourtant semblait équilibrée. Voilà. Donc dans l'affaire de la Germanwings, il y avait une erreur. Et dans l'affaire de la Germanwings, il y a plusieurs témoignages, pas témoignages de personnes, il y a un témoignage médical, il y a des médicaments qu'ils prenaient, des prescriptions médicales qu'on voit que c'était une dépression qui n'était pas équilibrée. Dans les assassinats, tu as souvent 2 bêtes témoignages comme ça, 2 amis, 2 faux amis, qui disent, comme dans le cas de Pierre Bérégovoy, que oui, il avait dit qu'il voulait se suicider, alors que la femme de Pierre Bérégovoy n'était même pas au courant. Et qu'on n'a pas de preuves médicales, c'était une prescription des médicaments qu'il prenait pour prouver qu'il y avait une dépression instable, une dépression qui était non contrôlée. C'est la femme qui est souvent le premier témoin. Hein. Si ta femme dit que non, il ne voulait pas se suicider, ça veut dire que non, il ne voulait pas se suicider. Hein. On ne prend pas 2 crétins en formation quelconque pour dire que oui, il voulait se suicider. Hein. Ça, c'est pas un témoignage, ça. Hein. Dans des conditions normales, un journaliste normal ne tient pas compte de ce genre de conneries. Hein. C'est parce que je répète, il n'y a plus de journalistes, hein. Il faut savoir ces choses-là. Hein. Et je ne suis pas en train de parler de moi, et les conséquences des choses sont terribles. Le journaliste en question s'est fâché parce qu'il est à Lille, et que c'est une ville qui est avec un bon maire, et c'est une ville qui est très très équilibrée, qui est très propre. Et il y a des problèmes de désert médical, c'est comme ça qu'on appelle ça en France, et qui n'est pas très grave à Lille. Donc ils peuvent contrôler le problème très rapidement. Donc si tu as un seul directeur médical qui commence à faire des conneries, le premier japonais qui vient travailler, si tu le payes pas, il rentre au Japon, hein, et là-bas il raconte que oui, on m'a pas payé. Alors que s'il est bien, 10 japonais arrivent rapidement. Et si 10 japonais viennent travailler parce que c'est bien à Lille, ça suffit pour régler le problème des déserts médicaux à Lille pour 100 ans. Alors que si on ne le paye pas, il rentre au Japon, chaque fois qu'il mange avec un collègue, il raconte ça comme ça, on ne m'avait pas payé, et personne ne vient plus. Et l'autre qui s'en va en Chine, il raconte que ouais, à Lille on ne paye pas, et ça fait que les Chinois ne viennent pas non plus. Et les Chinois qui viennent passer les vacances à Paris racontent à Paris que ouais, on ne paye pas les gens à Lille. Et ça fait que même les Parisiens ne vont pas à Lille. Comme les Chinois vont en vacances partout, ils vont en Belgique, ils racontent ça, c'est que même les Belges ne viennent pas. Concrètement, ils m'ont payé c'était le 19 septembre 2009. Ils m'ont payé, j'ai déposé le chèque, je suis parti travailler en Guyane. Hein. Alors que j'avais été payé, j'ai arrêté mon contrat tout de suite. Mais ils m'ont remis le chèque. Parce que c'est quand j'étais chez le journaliste que j'ai compris qu'il y avait une tentative d'arnaque. Parce que le journaliste, c'est sa ville, il connaît les hôpitaux, il connaît les cliniques, parce qu'ils font des histoires comme ça, les journalistes. Ils vont faire des reportages partout, donc il sait qu'il n'y a pas de problème financier. Et bon, et quand on m'a donné mon chèque, j'ai vu que ce n'était pas un problème financier. Donc je pensais que c'était une tentative d'arnaque. Je suis parti. Donc j'ai arrêté mon contrat instantanément. Je suis parti travailler en Guyane française. Voilà. C'était le 19 septembre qu'ils m'ont donné le chèque.
le 19 septembre 2009. Je suis parti. Et il s'est fâché pour ça, le journaliste, parce qu'il a compris, il a analysé ça propre. Je ne suis pas journaliste, mais j'ai pensé qu'il a analysé ça comme ça. C'est dit que si un Gabonais ou un Japonais vient travailler chez nous, et ça peut régler si on le paye, si on lui donne à manger, on lui donne des putes ou des femmes, et il va rester, il va à téléphone faire venir des copains, et qu'il n'y aura pas de problème de désert médical. L'île, c'est une magnifique ville, très propre, et qui peuvent régler tous leurs problèmes facilement. Donc c'est pas une grosse ville incontrôlable comme Marseille, Paris. Des petites villes qui sont très bien contrôlées avec un bon maire et une très bonne équipe par-ci par-là, ce qui fait que les problèmes des déserts médicaux, ça peut être contrôlé très facilement. Et que si un bête directeur qui commence à faire des conneries, et le journaliste l'a pris, il a compris ça comme ça. Donc quand tu vas à la police, moi j'ai pris le TGV de Paris pour Bordeaux le 30 septembre 2019. J'étais très surpris, c'était 20 h et le train était plein d'avocats et de médecins qui travaillent à Paris et qui viennent habiter Bordeaux. J'étais très surpris. J'étais en deuxième classe, avant je voyageais en première classe quand j'exerçais, mais maintenant c'était en deuxième classe et c'était plein et chacun a son ordinateur, c'était des avocats. Donc tout un TGV, peut-être 1000 passagers qui viennent habiter Bordeaux. Pour te dire que si tu es policier à Paris, quelqu'un vient te dire on a volé mon sac à main et tu t'en fous. Tu dis que la même personne l'année prochaine vient habiter à Bordeaux ou à Marseille. Donc nos actes ont des conséquences incroyables. Voilà. Et donc, conséquemment, non, j'ai pris mes affaires, je suis parti travailler en Guyane en 2009. J'ai arrêté, c'est une magnifique clinique d'urologie, la plus grosse clinique de l'île, à cause d'une bête connerie comme ça, j'ai jamais su pourquoi c'était. Donc je suis parti tout de suite. Voilà. Et j'en ai parlé quand tu es en Guyane, tu vois, je viens de tel endroit, et on ne m'avait pas payé, tu racontes ça comme ça. Voilà. Et puis les gens ne vont plus là-bas. Et c'est pour ça que ce journaliste a vraiment bien fait de réagir comme ça. Mon affaire actuelle, je ne dis pas que c'est une simple affaire, puisque elle se trouve à la Cour de cassation et qu'il y a 80 magistrats qui sont impliqués dedans. Mais raison de plus, dans un pays comme la France, on ne peut pas accepter qu'il y ait des hôpitaux psychiatriques où on enferme des gens pour rien. Et en fait, je voulais parler du professeur Luc Montagnier. Je l'ai vu en juin dernier passer sur une très très grande chaîne française. Et à un moment donné, dont il a dû répondre à une question du journaliste sur le Covid et le vaccin, et le faux vaccin. Il a dit que c'est un faux vaccin et que c'est un crime même que les médecins puissent penser qu'il faut faire ce vaccin. Il a dit que c'est terrible, c'est comme ça qu'il a dit, que les médecins généralistes, tout le monde, que personne ne devait faire ce vaccin-là. Et le journaliste lui a dit, vous n'avez pas peur qu'on vous fasse interner en psychiatrie quand le professeur Fourtenier. Bon, le simple fait que le journaliste ait posé cette question, c'était terrible. Donc, il y avait un professeur Fourtenier qui était enfermé depuis plusieurs mois, et aucun journaliste n'a investigué sur l'affaire. Et un grand journaliste sur une grande chaîne de télévision utilise ça même, ou pose même une question comme ça. Donc ça c'est la preuve que c'est pas un journaliste. Il y a 10 ou 20 ans, la même affaire, un journaliste quelconque va faire un reportage pour voir pourquoi on l'a enfermé, pour voir de quoi il s'agit, et il lit ça à l'affaire Jacomo, il lit ça à mon affaire. Au lieu de cela, le mec, il s'assied calmement, il demande au plus grand savant français actuel, est-ce que vous n'avez pas peur de vous faire interner en psychiatrie comme le professeur Jacomo, comme le professeur Fourtenier, alors que le professeur Montagnier a dit quelque chose de parfaitement ordinaire. Tous les comiques français, tous les musiciens, tout le monde pense comme ça. C'est la première fois de toute l'humanité qu'on fait un vaccin qui ne vous protège. Un vaccin, c'est un médicament. Donc, si tu as mal à la tête, on te donne un médicament qui n'arrête pas ton mal de tête. Qui est en train de se moquer même de qui? Donc, le médecin est en train de se moquer de lui-même ou bien il est en train de se moquer de toi? Et toi qui prends ce médicament, tu es en train de te moquer du médecin ou tu es en train de te moquer de toi? Ou de ta femme? Que tu as dit, je vais chez le médecin, j'ai mal à la tête. Donc, il y a une fumisterie globale dans cette affaire qui est terrible. Un vaccin, c'est un médicament qui est préventif, mais qui est aussi thérapeutique. Donc, on te le donne parce que tu ne vas pas attraper la grippe. C'est ça l'esprit du vaccin de la grippe. Le médecin te fait le vaccin parce que tu ne vas pas attraper la grippe. Et en ne l'attrapant pas, tu ne vas pas le contaminer à quelqu'un qui est même peut-être plus fragile que toi. Et que lui, s'il l'a, il va mourir. Donc, tu te protèges et tu protèges l'autre personne. Si maintenant tu as un vaccin qui ne donne pas au moins ces deux prérequis, c'est-à-dire qui ne te protège pas parce que tu peux attraper la maladie et qui ne t'empêche pas de transmettre la maladie. Ça, c'est les deux prérequis.
Il y a quelques autres, non, pas compliqué plus que ça. Donc, le journaliste était totalement faux d'avoir posé cette question à Luc Montagny. Chacun peut retrouver ça. Il suffit de l'appeler Luc Montagny, Covid. Voilà. C'est terrible. C'est ça la société. Donc, avant, donc, on a mis un professeur Fourtenier dans un pays qui est le premier pays des droits de l'homme. Hein, c'est pas les États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays même plus barbare que l'Arabie Saoudite. Hein. Les pays les plus barbares au monde, c'est l'Arabie Saoudite, c'est les États-Unis et l'Australie. Hein. C'est des pays qui sont partis d'Angleterre et qui ont envahi et qui ont tué tout le monde là où ils ont conquis, qui ont exproprié les gens de force. Hein. Donc les droits de l'homme, c'est pas les États-Unis, contrairement à ce qu'on peut croire. Les droits de l'homme, c'est toujours la France. Le premier pays des droits de l'homme, c'est la France. Donc un journaliste en France demande au plus grand savant de tous les temps, français, que tu n'as pas peur de te faire interner en psychiatrie comme un autre professeur. Ça veut dire quoi? Dans les pays où on fait du goulag, comme en Russie ou en Chine, on met des ennemis politiques, mais non, même pas des savants en psychiatrie. Et le journaliste n'est pas choqué. C'est-à-dire qu'il n'est pas choqué qu'on ait mis le professeur Fourtenier en prison. Il n'est pas choqué de l'hypothèse future qu'on puisse mettre Luc Montagny en prison. Tu vois, il pose même la question. C'est ça qu'on est en train d'expliquer. À Madame Chantal Arens, première présidente de la Cour de cassation. Bordeaux, le 4 octobre 2021. Requête en suspicion légitime. Article 662 du Code de procédure pénale. Numéro 1. Le docteur Serge Tuech a été abusivement hospitalisé en psychiatrie à l'hôpital Charles Perrens et hôpital de Cadillac du 27 novembre 2014 au 1er décembre 2016. Sans cause ni fondement. Pièce numéro 1. Point. À la ligne. Cette séquestration empoisonnement du docteur Serge Tuech dans le but de faire disparaître ses travaux sur le territoire de Gaza est fait avec la complicité de 80 magistrats du tribunal judiciaire et de la Cour d'appel de Bordeaux, dont Madame la Première Présidente, et pour lesquels le Conseil supérieur de la magistrature est saisi le 20 juillet 2020. Pièce numéro 2. Point. À la ligne. Numéro 3. Les 40 décisions et arrêts rendus en première instance et en appel impliquent chaque fois la participation d'un juge assis et d'un juge debout, ce dernier représentant le ministère public, parquet du procureur de la République et du parquet général, qui sont indivisibles et substituables et ne peuvent plus aucunement connaître la présente cause, la présente procédure dirigée contre eux-mêmes. Il y a donc 40 magistrats judiciaires et 40 juges du parquet. 40 juges judiciaires et 40 juges du parquet. Pièce numéro 3. Point. À la ligne. Numéro 4. La complicité de 20 médecins hospitaliers et experts, pour lesquels aussi le Conseil de l'Ordre des médecins est saisi et auquel il est reproché, ainsi qu'aux magistrats, la conception du faux diagnostic de abolition du discernement et psychose paranoïaque et anosognosie, pièce numéro 4. Point. Point à la ligne. Numéro 5. Ces diagnostics sont définitivement fantaisistes puisque les 10 travaux du docteur Serge Tuech sont publiés dans 4 livres sur Amazon ainsi que sur Facebook et sur divers sites web accessibles gratuitement par tous. 2 points. vk.com/tuech7 et vk.com/tuech10 et vk.com/tuech144. Point à la ligne. Numéro 6. La publication de 4 livres sur Amazon n'est pas possible en présence de ce triple diagnostic. Point à la ligne. Numéro 7. La faute reprochée aux 80 magistrats et 20 médecins hospitaliers et experts est donc manifeste et caractérisée, justifiant la présente action contre Madame la Première Présidente de la Cour d'appel de Bordeaux, saisie à 5 reprises de demandes en suspicion légitime. Pièces numéro 5 et 6. Point à la ligne. Numéro 8.
Ces 80 magistrats ainsi que ces 20 médecins risquent la radiation ASI de la magistrature pour les premiers et la radiation ASI de l'ordre des médecins pour les seconds, ayant les uns et les autres commis la faute professionnelle la plus grave, tant dans la forme que dans le fond. Point à la ligne. Numéro 9. C'est dans ce contexte que le docteur Serge Tuech reçoit des menaces de mort sur son téléphone portable de la part de la préfète des Gironde. Pièce numéro 7. Point à la ligne. Numéro 10. Ces 80 magistrats, dont la moitié du ministère public, ainsi que Madame, la première présidente de la Cour d'appel de Bordeaux, sont aussi passibles d'un procès devant la Cour d'assises pour les 10 faits. Point à la ligne. Numéro 11. C'est ainsi que les correspondances écrites et téléphoniques du docteur Serge Tuech sont interceptées et volées et détruites, y compris les requêtes à la Cour de cassation des 27 janvier 2020 et 20 juillet 2020 et 9 novembre 2020 et 22 mars 2021, pièce numéro 8. Point à la ligne. Numéro 12. La présente requête est adressée à Madame la première présidente de la Cour d'appel de Bordeaux par lettre recommandée accusée de réception selon les dispositions de l'article 662 par cours du Code de procédure pénale. En sorte que Madame Chantal Arens, première présidente de la Cour de cassation, prendra aussi toute mesure utile, y compris la désignation d'office d'un avocat au Conseil pour la mise en état de la présente procédure, qui vise le dépaysement de la présente cause pour l'avoir jugée de manière effective devant la Cour d'assises et le Conseil de l'ordre des médecins et toute autre juridiction professionnelle et pénale. Point à la ligne. Signé Dr Serge Tuech avec mon adresse. Donc ici, nous parlons pour la première fois de quelque chose qui n'est pas médical. Donc, on a dit police, virilité. On a parlé de footing. Et les policiers de Talence, l'intelligence de la police est nationale. Hein. Parce que pour assassiner quelqu'un, comme on a dit depuis le début, on te fiche, tu es fiché au niveau national. Par exemple comme un terroriste ou par exemple comme autre chose. Donc ce que je dis là est bien connu de la police de Talence, mais aussi de la police nationale en général. On va préciser certaines choses. Pour moi, Albert Einstein a l'intelligence d'un nourrisson. Pour moi, Thomas d'Aquin, qui est le premier des 40 savants de l'Église catholique, bon, la France n'a pas le catholique, et il y a 40 savants dans l'Église catholique, 40 docteurs, et Thomas d'Aquin est le premier de ces 40 docteurs. J'ai déjà fait au mois de juin 2020, il y a un an, toute une série de vidéos pour expliquer que Thomas d'Aquin est littéralement un crétin pour moi. Je suis un très grand catholique, très pratiquant. C'est des choses très difficiles que nous avons dû faire parce que, voilà, parce que l'affaire est très grave. Si tu parles de la médecine, chacun fait semblant de ne pas comprendre. Tu parles aussi de la police, celui qui n'est pas policier fait semblant de ne pas comprendre. Mais comme la France est un très grand pays catholique, beaucoup plus catholique que les Belges. En Belgique, ils ont fait passer une loi sur l'euthanasie, et c'est le grand rêve, par exemple, de Jacques Attali, mais tu vois, ça ne passe pas en France. Donc c'est vraiment un très grand pays catholique, hein, il faut le savoir. Et donc, Thomas d'Aquin est un crétin, j'ai fait donc, je ne cherche pas à être injurieux, mais on est obligé parfois de le dire de cette façon-là. Thomas d'Aquin, pour moi, l'intelligence d'un nourrisson, tout le mois de juin 2020, j'ai fait une série de vidéos, de plus de 7 vidéos pour expliquer cela. Nous allons condenser ça ici. Quand on tape par exemple Antéchrist sur YouTube, on trouve cette image qui est un peu anglo-saxon et que c'est les protestants et les catholiques qui ont accepté ça. Il n'y a pas de savants dans l'église protestante, en tout cas pas séquencé de manière intelligente comme les catholiques. Thomas d'Aquin s'appelle Docteur Angélique et il est un saint que les catholiques prient. Donc je comprends très bien la très grande gravité de ce que je suis en train de dire. Et Thomas d'Aquin a donc confondu sur cette image le Christ à l'Antéchrist. C'est qui lui donne l'intelligence d'un nourrisson. Un nourrisson, c'est quelqu'un qui a 11 mois et qui commence à marcher.
À ce moment-là, les enfants deviennent forts, ils marchent, il fait quelques pas, et il enlève, il a la force suffisante pour arracher ses chaussures, ce qu'il ne pouvait pas faire avant. Et il les remet lui-même, et il les remet à l'envers. C'est une confusion. C'est la faute la plus grave qu'on puisse faire. Confusion, puisqu'on parle de la police, c'est quelqu'un qui est entré dans l'autoroute en sens inverse. C'est ça une confusion. Et c'est aussi la faute la plus grave qu'on puisse faire. Ça veut dire que soit tu abuses, soit que tu es vraiment fou. Donc Thomas d'Aquin, sur cette image, confond le Christ à l'Antéchrist. Et l'image qu'on voit, ça s'appelle l'Apocalypse chapitre 6. Et on y décrit du verset 1 au verset 3. On dit, voici paru un cheval blanc, celui qui le monte s'appelle fidèle, et on lui donne une couronne et un arc. Il partit en vainqueur pour vaincre. Il y a 3 mots. Donc il y a un cheval blanc, il y a une couronne, et puis il y a un arc. Et il y a vainqueur pour vaincre. Donc il y a 4 mots. On va enlever arc, on va prendre vainqueur pour vaincre. Ça fait 3. Pour simplifier. Cheval blanc dans toute la Bible, c'est le Christ. Qu'on trouve ici dans Apocalypse chapitre 6. Qu'on trouve dans Apocalypse chapitre 19. En tant que Christ vainqueur, il renverse l'Antéchrist. Mais cheval blanc dans toute la Bible, même dans le cantique de Déborah, dans l'Ancien Testament, c'est le Christ. Et Thomas d'Aquin l'a confondu à l'Antéchrist. Vainqueur pour vaincre, c'est le Christ. On dit dans Romains chapitre 8, on dit plus que vainqueur. On dit dans Genèse chapitre 14, on dit Abraham vainqueur. Tous les dons que Christ reçoit, il le reçoit d'Abraham son père. Vainqueur dans toute la Bible. Quand vous tapez dans la Bible électronique vainqueur, vous trouvez que c'est toujours le Christ. Et c'est fidèle. Apocalypse chapitre 14, verset 17, on dit le Christ vaincra la guerre. Tous les fidèles qui accompagnent le Christ, les élus, vaincront la guerre. Donc vainqueur pour vaincre, ça veut dire 2 fois vainqueur, ça veut dire plus que vainqueur. De Romains 8, ça veut dire vainqueur d'Apocalypse chapitre 14, verset 17. Et Thomas d'Aquin ici a confondu le Christ à l'Antéchrist. Le 3e mot, on a dit cheval blanc, vainqueur pour vaincre, on a dit couronne. Couronne, depuis le livre de la Genèse jusqu'à le livre de l'Apocalypse, c'est toujours Abraham. On dit Abraham dans Genèse 14, on dit Abraham roi. Roi veut dire vainqueur. Dans Genèse chapitre 49, on dit Abraham couronne. Dans le 2e livre d'Esdras, on dit Abraham ange de l'Éternel. Donc tous les titres que Christ nous présente dans l'Évangile, il les a reçus d'Abraham, son père. Donc couronne, il n'y a pas un seul antéchrist dans toute la Bible qui porte la couronne. Le premier antéchrist de toute la Bible, c'est les antéchrists du temps de Noé qui ne sont pas nommés. Non, ils ne sont pas nommés comme du temps d'Abraham. Donc on ne va pas les considérer. On prend Genèse chapitre 12, quand Abraham apparaît. Genèse chapitre 11, il apparaît, il s'est manifesté mieux dans Genèse chapitre 12. Et là, on voit l'Égyptien, le pharaon, qui vole Sarah, sa femme, la femme d'Abraham, Sarah. Et on ne mentionne nulle part sa couronne. Non? Un peu plus loin, toujours dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 12, 13, 14, jusqu'à Genèse chapitre 20, on voit Abimelech qui prend à nouveau la femme de Sarah. Parce qu'elle est très jolie, il essaye de la lui enlever. C'était un antéchrist pour cette raison-là. Parce qu'Abraham représente le Christ, son père. Et Abraham, on ne voit pas la couronne d'Abimelech. Donc il n'y a pas de couronne de Pharaon. Pharaon n'a pas de couronne dans Genèse chapitre 12. Abimelech dans la suite, que le 2e antéchrist n'a pas de couronne non plus. Un gros antéchrist qui apparaît, c'est par exemple Nebuchadnezzar dans le livre de Daniel. Quand vous tapez Nebuchadnezzar, il apparaît par exemple le livre de Judith. Partout où vous le verrez, il n'y a pas de couronne. Donc, il n'y a pas de couronne de Nebuchadnezzar. On ne voit nulle part Nebuchadnezzar portant une couronne. Bon, dans le Nouveau Testament, les antéchrists, on a Hérode, Ponce Pilate, qui maltraite le Christ. On chante ça dans la messe chrismale et dans la passion du Christ, la messe des rameaux. Et on ne voit pas là de couronne attachée à Ponce Pilate, ni à Hérode. Il n'y a pas un seul, je fais des exégèses exhaustives. Aucun antéchrist ne porte de couronne. Couronne, c'est toujours le Christ, qu'on trouve aussi dans Apocalypse 14, en tant qu'ange de la mort, qu'on appelle moissonneur. Et c'est toujours le Christ qui porte la couronne. Donc, Thomas d'Aquin s'est trompé. Hein. L'arc qu'on voit, c'est l'épée, hein, qu'on trouve dans Psaume 45, que les catholiques chantent pendant la messe, l'Assomption, les festivités de l'Assomption, chante Psaume 45. L'épée et l'arc, c'est la même chose, qu'on trouve aussi dans Psaume 7. L'épée et l'arc, c'est la même chose, qui tire les flèches. C'est un arc qui tire les flèches, et l'épée tire aussi les flèches. C'est
symboliquement, on s'en fout. Mais Thomas d'Aquin, qui est le premier des saints et des 40 docteurs de l'Église catholique, a confondu grossièrement le Christ à l'Antéchrist. Donc pour moi, le docteur Serge Tué, je ne vous parle pas en tant qu'un Zaïrois, en tant qu'un Congolais, des choses qu'on entend, je vous parle en tant qu'un savant, sur tous les domaines. Donc c'est avec cette autorité-là que je parle. Cette autorité-là que les gens doivent subir. Donc pour moi, Thomas d'Aquin est l'intelligence d'un nourrisson. J'ai déjà fait toute une série, des complètes, pas totalement exhaustives, en juin 2020, pour expliquer cela. Albert Einstein aussi, je n'insiste pas sur Albert Einstein, parce qu'après les vidéos ne pourront plus paraître sur YouTube ou nulle part, parce que les gens qui font ça ne vont pas aimer. Mais par contre, je peux parler librement de Thomas d'Aquin, par exemple. Je parle d'Albert Einstein de manière exhaustive. YouTube va supprimer les vidéos. Mais Albert Einstein a pour moi l'intelligence, même moins que d'un nourrisson. Donc chaque policier au monde, si tu prends le chef d'état-major de l'armée française, pour moi il a moins que l'intelligence d'un nourrisson. Donc les gens doivent subir ce que j'explique. En partant de cela, je ne suis pas en train de parler comme un Zaïrois ou comme un Congolais. Je suis en train de parler comme un savant de manière définitive. Voilà. François Molins représente le premier policier de France. Le premier policier de France, c'est pas comme les journalistes qui sont des crétins puissants, le présente sous forme du ministre de l'Intérieur. C'est faux. Si on dit à un chirurgien ou même un médecin généraliste que le premier médecin de France est le ministre de la Santé, il ne te croira pas. Le premier médecin de France est un médecin. Et comme on l'a dit jusqu'à présent, celui qui représente la police, c'est le procureur, après le procureur général, jusqu'à François Molins. Ça s'arrête à François Molins. Et tout ce qu'on avait dit, on est en train de parler de la police. Et la police de Talence, où toute l'affaire s'est passée, c'est les plus grands cancres, c'est des 100% des policiers de Talence, c'était des cancres les plus importants que toute l'humanité ait connus dans cette affaire. Comme nous allons le traiter maintenant. Tout ce que nous avons dit jusqu'à présent, il faut un terrible courage, parce que, à titre personnel, j'ai dit que je trouvais même François Molins un très bel homme. Et à titre même encore plus personnel, pour revenir à la police, puisque c'est ce qu'on a essayé de faire jusqu'à présent, et toute la suite de la vidéo va se centrer sur la police. C'est parce qu'il y a une très grande émotion quand on doit critiquer la police. Voilà. Mais je connais bien la police, j'ai eu cette chance que tout le monde n'a pas toujours eu. Je suis Camerounais d'origine, toute ma petite enfance est passée à Douala, au Cameroun. Et quand j'avais 10 ans, on a affecté mon papa à Yaoundé. Et on habitait, comme ça, notre maison jouxtait l'école de police. Ce qui fait que j'ai eu une chance qu'un garçon de 10 ans ne peut même jamais avoir dans sa vie. Donc tous les jours, je voyais la police faire ses entraînements. Le soir, il faisait du karaté, du judo. Mais dans la journée, il faisait tous les autres entraînements que les policiers connaissent. Il marquait le pas, il marchait, etc. Il faisait les entraînements sur la moto. Et c'est magnifique. Donc quand tu deviens grand et que tu as 50 ans, tu découvres que les policiers, c'est des crétins et des mous. C'est-à-dire des sans couilles. Hein. Il n'y a pas un seul policier à talent qui lui reste même une couille. Parce que dans une chirurgie, tu peux avoir une maladie, on enlève un testicule, il reste l'autre testicule. Bon. Donc, c'est eux qui m'ont capturé. Et j'étais très surpris du rapport qu'ils ont fait. Et du rapport qui est resté dans tout le dossier, dans toute la procédure que nous avons définie jusqu'à présent. Je suis arrivé à Bordeaux venant de Paris, de Lille, en 2010. Et l'ordre des médecins m'a donc calomnié, comme je l'ai dit, hein, donc il y avait une pétition du Ku Klux Klan qui circulait. Et ça voulait donc, le niveau de médecin que je suis, donc si je suis inscrit à l'ordre des médecins, je deviens doyen de la faculté de médecine, instantanément. Et je deviens presque aussi instantanément recteur de l'université. Bon, on ne va pas insister sur cette partie-là. Bon, je suis un très très grand médecin, je dis au monde, je ne dis pas un médecin français. Il n'y a pas un médecin à Bordeaux qui peut me parler même de la pluie et du beau temps. Donc, quand je vais à un congrès à Londres ou dans n'importe quel pays, les médecins qui viennent, qui se trouvent sur ma table par hasard, ne peuvent plus parler. Et c'est moi qui dois Voilà, c'est un peu ça ce qu'on essaye de dire. Donc, pour parler d'un point de vue purement humain sur ce que je viens de dire,
comme il y avait une affaire en cours que je devais démontrer calmement, parce que l'ordre des médecins, c'est une très grosse intelligence. La police, c'est l'intelligence. Mais l'ordre des médecins a une certaine intelligence. Donc, quand il faut un complot pour te psychiatriser, tu dois aller doucement. Aujourd'hui, j'ai écrit 4 livres sur Amazon qui prouvent que non, il n'est pas un antisémite, ou que toutes les autres accusations qu'on peut faire dans ton dos, ça tombe. Alors, Amazon, ça appartient aux juifs. Tous mes articles sont sur Facebook aussi. Et sur divers sites web. Il y a 300 vidéos sur YouTube. Donc, il n'est pas antisémite pour les histoires qu'on peut entendre pour casser l'intelligence des gens. Et ça prouve aussi, donc, comme on a dit, qu'il n'est pas fou. Et pour parler d'un point de vue purement masculin, je faisais 6 heures de footing au moment où la police m'a capturé. Talence, il n'y a même pas 1000 habitants, c'est une petite ville. Et tu longes les rails du tram, il y a des caméras partout, la police te voit. Ils ont leur patrouille aussi. Quand tu cours 6 heures 2 fois par semaine, tu te traverses 10 patrouilles, 30 patrouilles de police. Donc le jour où on te capture en disant que tu es fou, c'est l'intelligence de la police qui doit présider à ce qu'on ne dise pas une calomnie pareille. Or, ici, c'était l'intelligence de la police qui a servi à la calomnie définitive, puisqu'il y avait une calomnie première qui s'est passée depuis 2001 à Rennes, au CHU de Rennes, que j'ai cité. Ici, nous sommes en 2014, quand la police de Talence m'a capturé en disant que oui, il avait battu une femme enceinte ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas un seul policier en France qui court 6 heures. Même les gens du GIGN, ils ne courent pas 6 heures. Moi, je courais 6 heures 2 fois par semaine. 6 heures, c'est ce qu'on appelle un marathon. Il n'y a personne à Talence qui court 6 heures. Parmi les policiers de Talence et parmi les policiers de Bordeaux. Donc, en tant que policier, les policiers ne représentent pas seulement l'intelligence, ils représentent la virilité. Je dis, j'habitais à l'école de police et du matin jusqu'au soir, ils étaient en train de faire des activités physiques. La police, c'est la virilité intrinsèque. Donc, s'il y a un seul homme dans le village qui court 6 heures, peut-être comme un policier, et on l'attrape, on dit qu'il est fou. Au même temps où mon dossier se trouvait au tribunal administratif de Bordeaux, à la cour administrative de Bordeaux, au Conseil d'État de Bordeaux, dans la procédure ordinale de l'ordre des médecins. Et ça se trouve aussi à la Cour de cassation et même au Conseil supérieur de la magistrature, déjà en 2014. Et la police ne pouvait pas l'ignorer. Nous allons tout préciser dans cette vidéo. Donc l'introduction ici, c'est que c'était des faux policiers. C'est toujours très très émotif de devoir attaquer des gens qui comme ça représentent l'ordre, qui représentent la propreté, qui représentent la discipline et qui représentent la virilité, et de découvrir qu'il n'y a pas une seule virilité dedans. On ne peut pas faire un complot. C'est l'intelligence de la police qui doit casser des complots comme ça. L'affaire Benalla, c'est les policiers qui nous ont révélé que l'affaire est Benalla. Donc l'intelligence de la police doit servir à informer le peuple et à détruire tous les complots qui peuvent nuire à l'État. Si tu es le meilleur médecin du monde dans ta spécialité, comme j'ai tenté de le dire, on trouve que c'est l'intelligence de la police qu'on a utilisée pour te tuer. Donc, nous sommes en train de parler de la police, en fait, depuis le début de l'affaire, que nous commençons à préciser ici.